Sud Radio, Politique sous influence, 11h midi, Jean-Marie Bordry. Allez, bienvenue à vous dans Politique sous influence, l'émission qui vous décrypte les coulisses des réseaux sociaux. D'ordinaire, avec Esteban Rania, on décrypte pour vous les coulisses politiques des réseaux sociaux, mais la politique c'est terminé jusqu'à demain 20h. Pour quelle raison ? Eh bien parce que nous sommes en période de réserve électorale, silence électoral, plus de propagande, plus de campagne, plus de tracts, plus de tweets politiques. Tiens Esteban, qu'est-ce qu'on a le droit de tweeter ou de ne pas tweeter ? On va en parler avec notre invité dans un instant. Bonjour à vous d'abord. Bonjour Jean-Marie. Je pourrais vous accueillir quand même, ce serait la meilleure des choses. On va vous emmener en Chine, puisqu'on ne parle pas de politique, on va vous parler de la censure. La plus féroce d'entre elles, la plus efficace, la plus redoutable, c'est la censure du régime chinois sur ses propres réseaux sociaux pour cacher la colère contre les restrictions sanitaires qui perdurent et qui ont même été aggravées hier à Shanghai. Et puis enfin, on va vous parler d'un phénomène de société, les mèmes, M-E accent grave, M-E-S, mime en anglais, la génération des mèmes. Ce sont des images animées parfois, animées ou même fixes de temps en temps, qui seront décryptées par notre invité. C'est toute une génération qui publie des mèmes sur les réseaux sociaux. Vous les avez vus. On va en parler avec notre invité, le sémiologue François Jost, qui publie cet ouvrage. Est-ce que tu m'aimes ? C'est publié chez CNRS Éditions. Mais avant ça, place au buzz de la semaine. Les buzz de la semaine, c'est avec vous Esteban Rania. On rembobine la semaine sur les réseaux sociaux, la semaine apolitique, puisqu'on ne parle pas du reste. Et ça a buzzé cette semaine sur les réseaux sociaux, Esteban, avec un homme qui s'en est pris, mauvaise idée, à l'ancien boxeur Mike Tyson. Ça s'est mal terminé évidemment. Et oui, une mauvaise pioche pour ce passager qui s'est retrouvé dans le même avion que l'ancien champion du monde de boxe lors du vol qui reliait San Francisco à la Floride. Un homme qui semblait visiblement alcoolisé a lourdement insisté auprès de l'ancien champion du monde poids lourd en tentant de lui parler à de nombreuses reprises. Vous savez, la personne ennuyante dans l'avion qui veut toujours vous parler, sauf que là c'était avec insistance, un comportement flirtant avec les limites du harcèlement, comme le prouve une vidéo qui a été prise sur place par TMZ Media. On voit clairement l'homme embêté, la terreur de la boxe derrière son siège. Iron Mike a d'abord réagi tranquillement, mais bon, après on connaît, ça reste Mike Tyson avec tout ce qu'on lui connaît et toutes ces bourrasques qu'il a pu asséner durant tant d'années. Du coup, face à l'insistance de son voisin, il lui a demandé de se calmer, ce qu'il n'a pas fait. Deux fois, 3 fois, et à la fin... Et ça en était trop pour lui. Mike Tyson a vu rouge, il s'en est mis à le rouer de coups, sauf que les coups de l'ancienne star du ring, ce ne sont pas les mêmes coups que n'importe qui. Évidemment, c'est des coups de marteau qui met Mike Tyson. La vidéo montre ensuite le passager visiblement choqué et qui saigne à plusieurs endroits sur le front. Ses blessures ont pu être prises en charge. Il s'est rendu à la police et le voilà qui aura une histoire à raconter. Absolument. Du coup, la morale de cette histoire, si vous êtes vraiment mal élevé, choisissez bien les personnes que vous harcelez, mais le plus simple, a priori, c'est de ne harceler personne, champion de boxe ou pas. Allez, direction la Moselle. Ça, c'est une histoire assez étonnante, Esteban, parce qu'il y a un mot-clé qui est revenu, un hashtag sur Twitter cette semaine, assez improbable en pleine période politique. C'est celui de Voipy. Pourquoi la ville de Voipy a été mise à l'honneur sur Twitter cette semaine, Esteban? Exactement, Voipy, 13 608 habitants près de Metz, dans le département de la Moselle, a bénéficié d'un coup de projecteur pour le moins ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Tout est parti d'une altercation entre deux internautes sur Twitter le 19 avril dernier. Deux utilisateurs s'invectivent autour d'un débat sur la musique, sur le rap précisément. Après quelques noms d'oiseaux, l'un des deux internautes énervé propose à son interlocuteur de venir directement chez lui. Il lui envoie son adresse située à Voipy et la rend ainsi publique. Et voilà le buzz lancé. Le message est reposté plus de 8000 fois sur Twitter. Le nom aux consonances enfantines de la commune a suffi à déclencher l'hilarité générale sur le réseau social. La commune s'est métamorphosée en Club Mickey, Maison des Barbapapas ou encore Miniville, le fief de Oui Oui. Le restaurant de burger est ainsi devenu Krusty Krab de Bob l'éponge et la brigade canine est devenue Pat Patrouille. Et donc toute la France sur Twitter s'est mise à parler de Voipy, quoi, et à faire des blagues dessus. Toute la France et puis surtout certaines marques qui sont essayées à la blague. On connaît tous les community managers très drôles de Winamax, Decathlon pour pas les citer. Et bien là c'est KFC, Amazon Prime ou Spotify qui ont proposé des playlists composées des génériques de dessins animés pour parler de la ville. C'était assez sympa. Et ça c'est assez significatif d'ailleurs de la manière dont les marques, les entreprises commerciales se servent par moments des buzz. On l'a vu, tiens, juste au terme ou pendant le débat présidentiel de cette semaine, on parle pas du côté politique, mais à un moment des gens se sont mis à remarquer que les pupitres des deux candidats à la télévision ressemblaient à des boîtes de conserve de pâté Enaf. Et bien la marque de pâté Enaf a tout de suite saisi l'occasion pour tweeter sur le sujet avec un tweet humoristique. C'est peut-être la naissance d'un mème aussi. On va en parler avec
avec notre invité François Jost qui vient de faire son entrée dans le studio de Sud Radio. Allez, on termine ces buzz de la semaine par quelque chose de beaucoup moins drôle. On en parlait ce matin dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. C'est la propagande russe anti-française au Mali, Esteban. Et oui, c'est l'armée française qui accuse les mercenaires de Wagner de tentative de désinformation. L'armée a filmé ce qu'elle affirme être des mercenaires russes en train d'enterrer des corps près de la base de Gossi, ça se trouve dans le nord du Mali. Une manœuvre qui miserait, selon l'armée, à accuser les Français d'avoir laissé un charnier derrière eux. Dans cette vidéo prise à l'aide d'un drone à laquelle l'état-major français qualifie d'attaque informationnelle, on peut voir des soldats de type caucasien s'affairer autour de cadavres qu'ils recouvrent de sable. Une fake news racontée sur France 24 par le journaliste spécialiste des mouvements djihadistes et de la situation au Sahel. Voici comment ça s'est passé sur Twitter. Le 20 avril aussi, il y a un premier tweet. Donc, on a regardé, c'est un faux compte qui prend la photo de quelqu'un qui se fait passer pour un militaire malien. Et dans ce tweet, il dit il y aura des images de cadavres d'un charnier, en gros, qui vont être diffusées en mettant en image une photo au prétexte des armées françaises. Puis le jeudi 21 avril, donc hier, à 9h50, un regroupement d'individus donc blancs, selon les armées françaises, est observé autour d'une dizaine de corps et ils sont en train d'enterrer les corps, comme vous l'avez dit au tout début, avec des pelles. Oui, c'est la fabrication en direct d'une fake news. Des mercenaires russes de Wagner, manifestement pris la main dans le sac par l'armée française. Celui que vous entendiez, c'est le journaliste de France 24, Wassim Nasr. On vous recommande d'ailleurs de le suivre sur les réseaux sociaux, notamment pour ses décryptages toujours plus instructifs. Esteban. Oui, ça s'appelle même du débunkage, comme on dit maintenant, pour dénicher les fake news. Comment ça se passe? Eh bien, le compte de Dia Diarra, ça a été créé en janvier 2022. Un faux compte Twitter d'un Malien. Probablement créé par Wagner, la société militaire privée russe. C'est ce que estime l'état-major français. Et l'état-major nous dit cette manœuvre de décrédibilisation de la force Barkhane semble coordonnée. Elle est représentative des multiples attaques informationnelles dont les militaires français font l'objet depuis de nombreux mois. C'est exactement comme ça que ça s'est posté. L'armée française venait de quitter une base à Gossi, au Mali. Elle venait de la rendre à l'armée malienne et au même moment, elle voit un faux compte suspect publié. Attention, vous allez découvrir des corps là où étaient les Français. Du coup, l'armée française dépêche un drone au-dessus de cette base et elle voit quoi? Elle voit bien ces mercenaires en train de fabriquer ce charnier, d'enterrer des corps tout en le filmant et en le prenant en photo. Et ce sont ces mêmes photos qui ont ensuite commencé à circuler sur des faux comptes de propagande russe. C'était l'actualité cette semaine des réseaux sociaux. Une dernière actualité très importante qui nous est parvenue hier. Une information, c'est une annonce de Twitter pour le jour de la Terre hier. Twitter qui annonce que désormais il ne fera plus sur le réseau social de publicité qui remettrait en cause le consensus scientifique sur le changement climatique. En d'autres termes, on ne pourra plus faire d'argent avec des publicités climato-sceptiques sur Twitter. C'est une annonce qui fait suite d'ailleurs à des annonces similaires qui ont été faites par le réseau YouTube. Bref, vous écoutez Sud Radio, Politique sous influence, on est ensemble jusqu'à midi. On va se retrouver dans un instant, on va parler de la Chine, mais on va parler aussi de cette période de réserve électorale. Qu'est-ce que vous avez le droit de tweeter ou pas? Est-ce que vous avez le droit de dire pour qui vous votez depuis cette nuit minuit? On va vous en parler avec un avocat tout de suite sur Sud Radio. Dans un instant, retour de Sud Radio, Politique sous influence. Aldi. Sud Radio, Politique sous influence, 11h midi, Jean-Marie Bordry. Les coulisses des réseaux sociaux, les coulisses apolitiques aujourd'hui, exceptionnellement, et ce jusqu'à demain 20h, puisqu'on n'a plus le droit de parler de politique et de la campagne électorale. On est en direct sur Sud Radio jusqu'à midi en compagnie d'Esteban Rania. Dans quelques minutes, on va vous parler des mèmes. On va vous emmener aussi en Chine pour analyser avec notre invité bien la manière dont la censure du régime chinois s'opère sur les internautes. Mais avant cela, parlons de ce qui n'est pas une censure, c'est juste la loi, c'est en France. Est-ce que vous avez le droit de tweeter pour qui vous votez depuis cette nuit minuit? On en parle avec notre premier invité. Bonjour Alexandre Lazareg. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Bonjour à tous. Vous êtes avocat spécialisé en droit du numérique. Cette période de réserve électorale qui a cours depuis cette nuit minuit. Un média comme Sud Radio, par exemple, n'a plus le droit de diffuser de la propagande électorale. Vous ne pouvez plus entendre Marine Le Pen ou Emmanuel Macron appelant les Français à voter. On ne pourra plus le faire entendre jusqu'à demain 20h. Question en revanche, est-ce que un internaute lambda, monsieur et madame tout le monde, a le droit de continuer à tweeter et de dire pour qui il vote? Non, pas du tout, parce qu'en fait, ce principe, cette loi qui est prévue dans le code électoral s'applique à tout le monde, pas simplement aux candidats, pas simplement au soutien officiel des candidats, elle s'applique à tout le monde sur le territoire national
pour une raison simple, il faut protéger le débat contradictoire, la sérénité des débats. Si quelqu'un vient sur les réseaux sociaux pour développer un nouvel argument dans cette période, eh bien, l'autre partie n'aura pas les moyens et le temps de le contredire. Donc, si vous voulez, il y a un risque, je dirais, de influence électorale dans la violation du débat contradictoire. Et c'est ce qui justifie ce principe du silence électoral. Ça ne vaut pas simplement pour les candidats, ça vaut pour toutes les personnes qui s'expriment dans l'espace public. Si elles apportent une nouvelle information qui est en dehors de cette période, eh bien, l'autre partie n'ayant pas la possibilité de le contredire, ça pose une difficulté dans la sérénité des débats. C'est ce qui justifie ce principe. C'est tout le fond de ce principe, c'est laisser 2 jours à tous les électeurs pour qu'ils mûrissent leurs réflexions, leurs choix avant de se présenter au bureau de vote. Sauf que, et ça pose une question très importante, Alexandre Lazareg, si les militants techniquement ont arrêté de tracter, si on ne reçoit plus de SMS des candidats depuis cette nuit, minuit, alors que ça arrivait auparavant, en revanche, il y a toujours des internautes qui sont même pas encartés, qui continuent à dire qu'ils votent pour une telle ou pour un tel. Donc techniquement, ils sont en infraction. Même les abonnés des réseaux sociaux de Sud Radio, ils sont en infraction quand ils nous disent pour qui ils votent, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, il faut dire 2 choses à ce sujet. D'accord. D'abord, j'insiste, encore une fois, ça vaut pour tout le monde. Autrement dit, tout le monde doit être sensibilisé à ce principe parce que les conséquences peuvent être graves. Entendons-nous bien. Les conséquences, ça peut être l'annulation de l'élection. C'est-à-dire que si vous avez une nouvelle information tout à fait décisive qui peut, je dirais, avoir un impact important sur le vote et qui est développée dans l'espace public, dans cette période-là... Ça fausserait le débat. Ça pourrait fausser le débat. Et s'il apparaît qu'en effet, ça a pu fausser le débat, à ce moment-là, la sanction peut être l'annulation du débat. Ça vaut pour tout le monde, y compris pour des personnes lambda qui sont sur les réseaux sociaux. Mais la deuxième chose qu'il faut dire absolument, c'est que le juge, le cas échéant, et en l'espèce, c'est le juge constitutionnel qui est compétent pour apprécier le respect des règles en matière de campagne des élections présidentielles, apprécie in concreto, si je puis dire, l'influence que ça a pu avoir, l'influence d'un message. Donc effectivement, quand une personne, un citoyen lambda sur les réseaux sociaux s'exprime, c'est pas la même chose que si c'est le candidat ou des gens qui sont proches du candidat. De même que ensuite, la nature du propos. Si je dis par exemple que je vais voter pour Monsieur Tartampion parce que je le trouve plus beau ou pour Madame Tartampion parce que je la trouve plus intéressante, ça c'est pas une information exclusive, c'est plutôt un jugement de valeur. Donc je risque en théorie quelque chose avec ça ou pas ? Pas vraiment, encore que on dit c'est regrettable, c'est-à-dire que effectivement on ne sait pas quel est l'impact. Ensuite le juge va apprécier en fonction de l'écart de voix entre les parties, de la capacité de diffusion de ce message, de l'auteur de ce message effectivement. Et c'est tout un tas d'éléments qui vont nous laisser, qui vont donner la mesure au juge pour savoir si en effet ce message a pu altérer, je dirais, le débat contradictoire, c'est-à-dire qu'il s'est agi d'une information suffisamment importante pour avoir influencé une partie de l'élection et peut-être que ça a eu un impact sur les résultats et dans ce cas-là, mais le plus souvent effectivement compte tenu de l'auteur, de la capacité de diffusion, de l'audience, du message, de l'audience. Tout ça, ce sont des éléments qui sont pris en compte. Et pour vous mettre dans la confidence, quand on regarde les décisions qui sont prises à ce sujet, surtout sur le plan des élections locales, devant le tribunal administratif, le plus souvent, il n'y a pas d'annulation d'élection. Parce qu'on estime qu'en dépit du fait que cette situation est regrettable, elle n'a pas eu un impact suffisamment décisif sur les élections. En revanche, est-ce que la personne qui a violé cette période de réserve électorale, du point de vue de la justice, risque quelque chose ? Elle engage, je pense, sa responsabilité civile. C'est-à-dire que le parti adverse, le cas échéant, pourra lui reprocher devant les tribunaux, eh bien, ce fait-là, elle a violé le code électoral. Le préjudice et tout ce que ça implique sur le plan financier, c'est très important, donc et moral, etc. Et pour les électeurs et pour les personnes. À ma connaissance, il n'y a pas eu de jurisprudence en ce sens, puisque je vous ai dit encore une fois, le plus souvent, le juge administratif ne va pas jusqu'à l'annulation des élections pour ce genre de choses, encore que ça a déjà eu lieu, encore une fois, des tracts à la dernière minute, des nouvelles informations qui sortent du chapeau, bien entendu. Après, encore une fois, c'est en fonction d'un certain nombre de critères. Mais le cas échéant, l'individu qui s'exprimerait dans les réseaux sociaux, qui donnerait une information, qui pourrait avoir des propagations, si je puis dire, importantes dans l'espace public, dans cette période-là, engage sa responsabilité et ça peut aller très très loin.
Et d'ailleurs, on peut se rappeler le précédent d'il y a 5 ans, des fuites massives à la suite d'un piratage qui visait un candidat et qui aurait pu être susceptible d'influencer le vote à quelques heures de ce vote, mais c'était encore des fuites qui avaient eu lieu avant la période de réserve électorale. C'était juste le candidat qui n'avait pas beaucoup de temps pour y répondre. Si je pousse cette logique-là, on parle des réseaux sociaux, parce que c'est vrai que c'est un petit peu le Far West du point de vue législatif. Rien que le harcèlement, par exemple, sur les réseaux sociaux est beaucoup plus difficile à punir que dans la vraie vie, malheureusement. Imaginons que maintenant je prenne un haut-parleur, je reviens dans la vraie vie, je vais sur la place du marché, on est samedi matin, fin du marché, et j'appelle à voter pour un tel, sans que ce soit sur ordre de l'un des deux candidats. Qu'est-ce que je risque là? Je peux me faire arrêter quand même. Sur le plan juridique, c'est intéressant parce que la loi interdit pour les moyens de communication audiovisuelle et puis elle a élargi pour s'adapter aussi aux réseaux sociaux, donc aux moyens de communication électronique. Alors, est-ce que s'exprimer dans l'espace public, c'est quelque chose, je veux dire, dans la rue avec un haut-parleur, est-ce qu'on n'a pas le droit de faire encore campagne? Là, c'est quelque chose de tout à fait différent. Je pense que l'impact déjà est tout à fait moindre et donc je ne pense pas que les risques soient importants. Par contre, les outils de propagande qui sont utilisés par rapport à des tracts de dernière minute, ceux-là peuvent aussi être sanctionnés, peuvent avoir un impact sur les élections. L'idée, c'est vraiment de garder un sas, une période silencieuse pour s'assurer que tout le monde ait pu répondre à chacun des candidats adverses dans un cadre bien délimité, bien organisé, où tout le monde a pu s'exprimer, dire ce qu'il avait envie, développer ses idées, répondre à l'autre aussi. Et ça, c'est une période qu'on veut protéger, on veut utiliser un délai de latence, de silence vis-à-vis des élections pour s'assurer que le débat contradictoire soit parfaitement respecté. Quiconque violerait ce principe altérerait d'une façon ou d'une autre les élections. Jusqu'à quel point, effectivement, ça dépend du contenu, de la personne, du type de message diffusé, de son ampleur de propagation. Mais ceci étant dit, voilà à quoi ça sert cette période. C'est vraiment pour s'assurer du respect du débat contradictoire entre les candidats. Merci beaucoup pour cet éclairage, Alexandre Lazareg. Merci et en tout cas, merci pour cet éclairage juridique. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé en droit du numérique. Vous avez retenu ce message, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, dans le meilleur des cas, essayez d'éviter de dire pour quelle raison vous votez pour une telle ou pour un tel. Ça permettra toujours d'ailleurs de laisser le temps aux autres de faire leur choix en leur âme et conscience, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs dans une démocratie. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Politique sous influence. On se retrouve dans quelques instants. On vous emmène en Chine, dans un pays où il n'y a pas d'élection, dans un pays où il y a en revanche une censure. Comment la censure chinoise s'exerce-t-elle sur les réseaux sociaux là-bas, alors que les restrictions sanitaires entraînent de plus en plus de contestations sur place? On vous emmène à Shanghai avec Esteban Rania. Tout de suite. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Jean-Marie Bordry. À politique sous influence, plus précisément, puisque nous parlons de tout sauf de politique en cette période de réserve électorale avant le second tour que vous vivrez en direct sur Sud Radio demain soir avec Patrick Roger et Philippe David. Esteban Rania était avec moi. On vous emmène en Chine. Comment les réseaux sociaux chinois sont contrôlés par le régime? Pour en parler, notre invité nous rejoint, Lun Chang. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, sinologue. Vous êtes par ailleurs professeur d'études chinoises à l'université de Cergy Paris Université. Alors, des vidéos sur les restrictions sanitaires et la manière dont elles sont accueillies par la population, notamment à Shanghai, fleurissent sur les réseaux sociaux français. Elles sont souvent un peu difficiles à regarder. Vous voyez des scènes de panique sans trop de violence. Mais par exemple, comme celle-ci que tout le monde a pu voir sur Twitter, où vous entendez des gens se rebeller contre les policiers qui les pressent vers la file d'attente pour qu'ils se fassent tester. On entend beaucoup de panique, beaucoup de cris, beaucoup de larmes aussi. Ma première question, Lun Zhang, c'est est-ce que cette vidéo a pu être vue par tout internaute chinois ou pas? Évidemment, non. Nous sommes en train de parler à ce moment. Vous savez, depuis 24 heures, en train de circuler sur Internet un petit document recoupant tous les enregistrements de captures, de petites vidéos, etc. concernant le confinement forcé et aussi des conséquences très graves. Aux alentours de 6 minutes, et depuis 24 heures, c'est vraiment un sujet d'actualité. Maintenant, ce petit vidéo est vu par des millions de gens qui racontent tous ces événements quotidiens, incidents, etc. depuis presque un mois
qui s'appelle, le producteur de cette vidéo, qui donne un nom, le WAD d'avril. Okay. Donc en gros, ces vidéos, elles existent. Ça, c'est important. Oui, non, mais pas celui-là. Hein. C'est en train de, nous sommes, c'est vraiment le plus récent. Nous sommes en train de parler ce que c'est en train de passer actuellement. Et donc, on a déjà vu par les internautes de divulguer que les autorités sont en train de donner l'ordre absolument supprimer ce petit vidéo de 6 minutes. En même temps, il y a énormément d'internautes prendre le relais et continue passer du supprime. Je passe sur Internet presque un guérilla sur Internet en train de se faire. Voilà. Donc ce que vous nous expliquez, en gros, Lun Song, c'est qu'il y a un jeu du chat et de la souris sur l'Internet chinois, notamment sur Weibo. C'est-à-dire que les vidéos sont publiées, elles montrent la contestation des habitants de Shanghai qui s'opposent à ce confinement par nature forcée, et en même temps, la censure les supprime au fur et à mesure. Comment font ces internautes pour les republier? Elle fonctionne comment, cette censure? C'est-à-dire que vous voyez une vidéo, elle est détectée par le régime, elle est supprimée instantanément, ou alors c'est même l'émetteur de la vidéo qui est arrêté? Vous savez, depuis des années, les internautes chinois, ils ont déjà développé des tactiques, des stratégies face à ce genre de contrôle. Dès qu'on a vu quelque chose indexant, tout de suite, dans l'or, on enregistré, et quelques minutes après, ça apparaît. Du coup, ça revient. Moi, si je trouve un indexant, je repasse sur Weibo, sur Internet. Et cette bataille constante, c'est depuis des années, pas que concernant cette fois-là. Mais récemment, tout à l'heure, vous venez de dire que cette vidéo montre la protestation, etc. Ce n'est pas que ce tome-là. Il y a beaucoup de choses, des infos très graves. Par exemple, un vieillard de 93 ans, 14 ans a été forcé d'aller dans l'endroit d'isolation. A été envoyé en quarantaine de force. Tout à fait. Énorme de choses inhumaines, inacceptables, incroyables. Et vous ne pouvez pas imaginer en dehors du contexte de la Chine. Et les gens essaient de faire passer ce genre de message en termes de protestation, mais aussi en termes de protection, défense de leur propre intérêt, propre loi. De leur propre liberté. Droit. Voilà, propre liberté. Et vous savez qu'il n'y a pas de liberté d'expression en Chine, donc il y a très compliqué. Ça que les gens essaient de conquérir un peu dans cette situation très tragique de le droit. Voilà. Quelle question toute basique, Lun Song. Qu'est-ce que je risque si je suis un internaute chinois, que je publie une vidéo que le régime ne veut pas que je publie? Vous avez posé une question très, très importante, c'est que depuis ces dernières années, parce que les autorités développaient un système de surveillance hyper sophistiqué, important. Vous savez que si vous êtes en Chine, vous êtes complètement dans une situation transparente. Il n'y a aucune liberté. Par exemple, en Chine, nous avons ce genre de passe, ce genre de logiciel, tout ce contre Covid en France, mais finalement, c'est pas très, je dis pas très sérieux, c'est pas toujours très rigoureux. Mais en Chine, si il y a quelqu'un qui est positif, après, pendant des jours, des secondes, des minutes, où tu es passé et tout de suite exposé, tout de suite contrôlé. Voilà. Si je suis positif, ce que vous essayez de nous dire, c'est qu'il y a l'équivalent de l'application Tous Anti-Covid, mais de manière beaucoup plus rugueuse en Chine. Si jamais je deviens positif, eh bien, d'une seconde à l'autre, en fait, la police arrive et m'envoie de force à l'isolement, quoi. Tout à fait. Mais en même temps, depuis plusieurs jours, les secondes près, les minutes près, vous êtes dans quel magasin, contacté avec quelle personne de tout de suite sous le contrôle des autorités. Donc, dans les années passées, c'est déjà comme ça. C'est que si tu publies quelque chose pas dans la ligne des autorités, peut-être 15 minutes après, le policier frappe d'abord. Il y a déjà pas mal de cas comme ça. Mais donc, la chose c'est suivante. C'est que puisque la Chine, il y a beaucoup de gens qui essaient toujours de briser cet interdit. Donc, parfois,
la masse, hein, ça augmente. Parfois, ça coûte trop cher pour les autorités. Parfois, ils ferment un peu des yeux. Ça existe, ce genre de phénomène. Mais dans l'ensemble, sur le principe, quand il y a théoriquement parlant, quand vous publiez quelque chose pas correct selon les autorités, vous risquez toujours de tout de suite être pris. Dernière question, et elle est importante. Lun Song, évidemment, vous suivez les réseaux sociaux chinois au jour le jour. Est-ce que la contestation contre le régime est plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a plusieurs semaines? Est-ce que l'opinion publique chinoise se rebelle ou pas? L'opinion publique est en train de se rebeller au moins sur une chose. C'est toutes ces mesures de confinement. Hein. Et donc, ce mécontentement, on peut constater partout, hein, en train de s'accumuler. C'est le gun social en train de se manifester. C'est un peu dangereux. C'est pour sur ce point-là, je pense que vous avez raison par rapport il y a quelques mois, parce que depuis 2 ans, les autorités fêtent ce modèle de zéro Covid comme un atout du régime, un modèle par rapport aux Occidentaux, vous êtes en déclin, etc. Mais récemment, avec le Omicron, avec cette situation hyper dure, beaucoup de gens se suicident, hein, manque de nourriture, manque de médicaments, les morts, on est en train de recenser les gens morts, hein, à cause de manque de soins. Et tout ça, c'est en train d'accumuler une pression, un mécontentement social assez important. On a déjà des signes que les autorités sont en train d'envoyer les policiers, les troupes, essayent de voir comment, au cas où de crise, pour confiner la situation. Comment calmer, en tout cas faire retomber la tension. On a beaucoup parlé des conséquences médicales et sociales en France du confinement. Laissez-moi vous rappeler aussi que ça n'a rien à voir, parce que le confinement chinois est beaucoup plus strict. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de sortir de votre appartement et à la limite, vous descendez dans votre cage d'escalier et c'est le gouvernement qui vous apporte à manger. Merci beaucoup, Lun Song. Vous savez que je vous ajoute un mot. Hein. C'est pas simplement vous devez. Parfois, il y a des cas où on a su fermer la porte, souder la porte de tous les tours. Hein. Vous imaginez la cavité, ou même souder la porte de tous les tours des dizaines de... Pour les Français, vous vivez quand même dans un pays de liberté. Vous ne pouvez pas imaginer c'est la définition même d'une dictature, et une dictature sanitaire. Ce mot résonne à nos oreilles parce qu'il a été employé par des Français sur ce qui se passait en France. Ça permet aussi de relativiser en parlant d'une vraie dictature. Merci beaucoup pour cet éclairage, Lun Song. Je rappelle que vous êtes sinologue par définition, professeur d'études chinoises à Cergy, Paris Université. Merci à vous pour cet éclairage politique sous influence. On va essayer de surmonter un petit peu le moral avec notre autre invité, bien que nous parlions aussi de choses graves. Dans un instant, on vous parle de ces images animées ou non qui circulent partout et qui sont détournées, parfois par humour, parfois non. Qu'est-ce que le mème? La génération des mèmes, vous en avez peut-être tous vu passer sur les réseaux sociaux. Ils nous décryptent tout ça. À tout de suite. Dans un instant, retour de Sud Radio Politique sous influence. Sud Radio Politique sous influence, 11h midi, Jean-Marie Bordry. Les coulisses humoristiques par moment des réseaux sociaux. Avec Esteban Rania, nous vous parlons des mèmes avec cet ouvrage qui vient de paraître chez CNRS Éditions. Est-ce que tu m'aimes? Mème, M-E-M-E-S. On en parle avec notre invité, le sémiologue François Jost. Bonjour à vous. Bonjour. Vous publiez cet ouvrage sur ce phénomène de génération. On peut parler même de pop culture. Ouais. Tout le monde a vu passer un mème. Ce sont des images animées ou non qui sont détournées. On en voit passer combien par jour, à votre avis? Des milliers, des millions. Je peux vous dire que quand j'ai travaillé sur ce sujet que j'avais choisi, tout d'un coup, je me suis dit, je n'en peux plus, parce que comment choisir, quand on parle comme ça de cet objet, quel même choisir? C'est ça. Ça pullule, il y en a des millions. Facebook, donc... Twitter, 4chan, tous les forums possibles et imaginables les voient se multiplier. Vous avez sélectionné certains blockbusters des mèmes, notamment des images les plus détournées. L'une de celles qui est la plus détournée, c'est peut-être la scène de Léonard. Pourquoi celle-ci?
Ça, c'est pourquoi je répondrai peut-être pas facilement à ça, mais c'est vrai que il y a quelques œuvres d'art qui sont des références communes à beaucoup de gens, c'est-à-dire de façon populaire. Alors il y a la Seine, et la Seine, c'est très marrant parce que j'ai commencé moi à collectionner toutes les parodies de la Seine que j'avais trouvées. Elles sont extrêmement nombreuses et variées. Très nombreuses, et puis ça va de Warhol à, j'allais dire, Jimi Hendrix, ou enfin il y a toutes sortes de Christ qui sont joués par des acteurs, etc. Je me suis aperçu que dans les moments de crise, cette scène revenait. Alors il y a eu notamment toutes les scènes qui se moquaient des mesures sur le confinement, des choses comme ça. On peut les décrire d'ailleurs, ces scènes, ce détournement de la scène de Léonard qui se moque du confinement. Vous avez la scène de Léonard, le tableau, le Christ entouré de tous les apôtres en train de souper, et deux policiers qui les regardent, dont un qui dit « Je me fiche de savoir qui est ton père, vous n'avez pas le droit de vous réunir ». C'est ça, c'était le moment où on n'avait pas le droit d'être à trop nombreux dans les repas. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est ressorti pendant la guerre, pendant l'agression russe. On peut parler de guerre, c'est une guerre de facto. On a vu la grande table qui avait séparé, si on peut dire réuni, Poutine et Macron. Et là, on a vu cette scène avec la scène de Léonard Vinci derrière, qui remplissait donc l'espace de la table. C'est ça qui m'a intéressé, si vous voulez, c'est que c'est comme il y a une sorte de lexique visuel qui s'est constitué, qui fait que quand vous dites quelque chose, vous passez par ces... Tout le monde le décrit. C'est peut-être le propre d'ailleurs des images qui servent de fond d'écran, qui servent de base à la construction d'un mème, c'est que on la voit, on la comprend tout de suite parce qu'on la connaît. Que ce soit la scène, que ce soit la photo de la petite fille qu'on appelle la Disaster Girl. Tiens, on peut la décrire, celle-ci, elle est géniale. Ah oui, la petite fille qui se trouve devant un incendie qui est dans le fond, et comme elle a un air un peu bizarre, on a l'impression que c'est elle. Elle a un air narquois. Voilà. Donc vous avez la maison en flammes derrière elle. Ça. Elle est prise en photo en fait par son père, et il la prenait en photo de manière complètement anodine, cette fille. Sauf qu'elle a un sourire narquois qui sous-entend dans un film qu'elle aurait pu être celle qui a fait cramer la maison, quoi. C'est ça. Et ça, vous la retrouvez partout. Oui, bien sûr. Il y a des classiques, mais parfois, si vous voulez, il faut être très acculturé, il faut connaître très très bien ce domaine pour les voir. Par exemple, je montre aussi une scène. Il n'y a pas que des scènes dans le livre, mais bien entendu. Je montre une scène où il y a devant la scène de Léonard, il y a un écureuil. Alors pourquoi cet écureuil ? Il a fallu que j'enquête et puis que je me rende compte que cet écureuil, si vous voulez, c'était l'histoire d'un couple canadien qui s'était mis pour faire une photo avec déclenchement retardataire sur une pierre, etc. Au moment où l'appareil s'est déclenché, il y a un écureuil qui est passé. Et donc l'écureuil regarde la caméra. Et vous voyez un regard un peu halluciné de cet écureuil en gros plan. C'est assez génial. Et du coup, sauf que ça parle à tout le monde parce que tout le monde l'a vu passer en fait. Et alors, comme cette photo, voilà, National Geographic a publié cette photo. Elle est devenue très célèbre et donc elle vient se mettre devant la scène. Mais vous voyez, pour goûter l'humour de cette image, il faut avoir toute cette mémoire et toute cette culture mémique. Et en d'autres termes, il faut passer son temps sur Facebook, sur Twitter, ce qu'on fait tous de plus en plus, les études le montrent d'ailleurs. Oui, mais c'est vrai que, si vous voulez, il y a des gens qui aiment beaucoup les mèmes, donc ils vont les chercher. Moi, je faisais partie des gens qui ont été touchés par les mèmes sans m'en rendre compte tout de suite. Ça a commencé pour moi avec Travolta, qui faisait un geste circulaire absolument incroyable. Il a l'air complètement perdu. Voilà, ça, c'est une scène de Pulp Fiction, le film. Voilà. Et on le met, en fait, on peut le décrire ce mème, parce que c'est John Travolta qui est perdu, qui a les bras un peu ballants. Qu'est-ce qui m'arrive? Où est-ce que je suis? Pourquoi le type derrière est mort? Et en fait, cette photo est découpée, elle est mise dans n'importe quel décor. C'est le détournement. Et il y a 10 ans, je l'ai vu apparaître partout, et je me suis dit, c'est quoi ce truc? Je ne savais pas. Et puis, je me suis aperçu que c'était Travolta dans Pulp Fiction, et ça a donné des trucs extrêmement drôles. C'est-à-dire que il y a à la fois, il est devant les rayonnages de papier toilette vide, et il se tourne comme ça. Il y a un moment, il est dans un parking, il cherche sa voiture, alors ça marche aussi. Pourquoi les Français sont si bêtes? Pourquoi ma voiture a disparu? Voilà. Et le plus étonnant, c'est que dans la guerre russo-ukrainienne, on a vu
l'ambassade de Russie postait ce même pour dire à Kiev, pour le montrer qu'il se passait rien, que tout allait bien. C'est ça. Donc, vous voyez, vous avez cette espèce de vocabulaire commun visuel qui peut se transposer dans les tas de situations. Enfin, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est justement cette accumulation de répétitions, de variations, etc. Ce comique de répétition qui n'est pas toujours comique et qui sert souvent à la propagande. On va en parler dans quelques instants avec vous. Avant ça, celui qui arpente les réseaux sociaux pour le Grand Matin Week-end, c'est Esteban Rania. Il est fan. Hein. Oui, moi j'ai un petit préféré quand même, c'est le Distracted Boyfriend. Vous savez, alors, on va le décrire. Oui, c'est un homme qui tient la main de sa copine et qui voit une autre fille passer, alors il se retourne. Si vous avez le livre, c'est en page 109. Et je voulais vous poser une question, monsieur Jost. À force de fouiller tous les recoins d'Internet, vous devez connaître tous les mèmes évidemment. Est-ce que vous n'êtes pas dit, je vais lancer mon propre mème, je vais essayer d'en créer un? Et j'en ai fait. Oui. Qu'est-ce que vous avez créé comme même? J'en ai fait 2 comme ça pour voir comment ça marchait justement, etc. Qui sont sur Know Your Meme, qui est le site le plus fort sur les mèmes. Il y en a un qui est mon petit village où je vis une bonne partie du temps, qui montre avant le coucher, comment ça s'appelle, le coucher du soleil, le crépuscule, le lever. Non, l'interdiction de sortir. Avant le confinement. Couvre-feu. Avant le couvre-feu, on y arrive. Où on voit la place de mon village totalement vide. Et puis, pendant le couvre-feu, la même place du village exactement vide, pareil. C'est parce que c'était l'époque où on disait, les villes vont mourir, elles ne pourront plus bouger. En fait, ça ne changeait rien. Il n'y avait pas grand-chose dans certaines villes. Il y en avait un autre avec le capitaine Haddock qui disait j'ai eu un effet secondaire, j'ai une barbe qui a poussé. Et Tintin qui lui dit mais non, c'était avant ça déjà. Ça, c'était avant. Mais alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que ces mêmes qui sont pas plus bêtes que d'autres, autant, n'ont eu aucun succès. C'est-à-dire que pour qu'un mème ait du succès, il faut pas en faire un de temps en temps, il faut en faire 10, 20 par jour. Il faut. Et filer par tomber juste et au bon moment. Et puis être reconnu par une communauté, si vous voulez, que vous jouez un rôle, etc. Donc c'est pas monsieur et madame tout le monde qui va rencontrer le succès immédiat et le gros buzz avec son mème. Non, il faut vraiment les multiplier, faut vouloir et ne pas avoir l'air, comme on dit, d'un normie, c'est-à-dire un amateur qui ne connaît rien. Et pourtant, Dieu sait si on est tous amateurs sur les réseaux sociaux. Alors, non, il est un amateur au sens versus professionnel. Absolument. Mais vous pouvez aussi, vous qui nous écoutez, vous entraîner à en fabriquer. Vous avez parlé de Know Your Meme. Il y a aussi Meme Generator. Par exemple, vous chargez vos photos, vous mettez le texte. C'est assez facile, Esteban. Oui, j'avais une question assez, on va dire, basique. Pourquoi pas. C'est, je compare ça, moi, les mêmes. Maintenant, on parlait beaucoup de dessins de presse à l'époque, notamment pour pas le citer, Plantu, beaucoup dans la presse. Est-ce que vous considérez que c'est un peu cette nouvelle génération de parodies, mais qui font parfois passer un message aussi? Parce qu'on peut faire passer des messages à travers des mèmes. Tout à fait. C'est-à-dire que d'ailleurs le sous-titre, ça s'appelle de la parodie à la pandémie numérique. C'est ce que je veux montrer. Vous savez, quand on parle de réseaux sociaux, etc., parfois on dit c'est complètement nouveau, c'est la révolution, c'est bon. Non, c'est pas comme ça. Ce que je veux montrer, c'est que justement, il y a une filiation. Absolument. Il y avait déjà des parodies, il y a des dessins de presse, comme vous dites, qui sont des bons même. Ce qui différencie finalement, c'est le moyen de les faire circuler. Est-ce que ça veut dire les réseaux? C'est ça. Est-ce que ça veut dire que monsieur et madame tout le monde qui créent des mèmes spontanément est l'équivalent du chansonnier du Pont-Neuf au XVIIIe siècle qui faisait une chanson sur le roi de France plus ou moins impertinente? Oui, c'est pas faux. C'est le même esprit. De même que la caricature au XIXe, effectivement. La grande différence, c'est que si vous faites un dessin de presse, il va être lu par les lecteurs quelques centaines de milliers au mieux, alors que là, potentiellement, ça fait le tour du monde. C'est ça la grande différence. Bon, il y a aussi des tableaux, revenons à la scène, qui sont transformés en bande dessinée et parfois pour blasphémer aussi, c'est un grand classique. Jésus qui dit sur la première scène, prenez ce pain et mangez-le, ceci est mon corps. Deuxième scène, la même scène exactement, buvez ce vin, ceci est mon sang. Troisième scène, exactement la même personne n'a bougé et maintenant renversé de la mayonnaise. Et là, il y en a un qui se barre en disant, bon, j'en ai ras-le-bol, c'est pas mon truc. Bon, effectivement, ça peut être drôle. Parlons un petit peu de la propagande
et parfois aussi des mèmes pas drôles, mais des mèmes vicieux. Vous vous attardez notamment sur la désinformation qui a visé le président américain Joe Biden. Des mèmes, des photos prises du président américain qui tenait dans des moments de tendresse des enfants ont été détournés par ses adversaires pour le faire passer pour un pédophile. Sauf que ça a parlé à tout le monde. Ah oui, ça c'est terrible. C'est terrible cette image-là parce que effectivement c'est une image où le président Biden caresse le visage d'une enfant et on a dit que c'était effectivement pédophile alors qu'en fait il s'agissait de l'enterrement de son propre fils avec sa petite fille. C'est ça. Donc c'est un détournement particulièrement dégueulasse en fait du grand-père qui console la petite fille qui vient de perdre son papa alors que lui-même vient de perdre son enfant. Sauf que du coup c'est resté. Comment on explique que sur les réseaux sociaux, notamment aux États-Unis, ce thème de Creepy Joe, c'est-à-dire Joe Biden, le papy gênant, parfois pédophile, ce soit resté, ça a été aussi populaire? Mais il y a de toute façon une idée parfois complotiste de pédophilie qui est reprise sans arrêt. Ça avait été le cas, vous vous rappelez, pour le Pizzagate avec Madame Clinton, où on disait qu'il y avait des enfants qui disparaissaient derrière. C'est un vieux classique. C'est un vieux classique de l'accusation. On utilise l'accusation la plus infamante qui existe aujourd'hui, l'une des plus infamantes, pour discréditer politiquement. Sauf que là, globalement, voir des milliers et des milliers d'internautes continuer à relayer ce genre de photos. Est-ce qu'il y en a qui peuvent poster ce genre de mème en croyant à la véracité de ce mème? C'est une vraie question, François Jost. J'en suis convaincu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans pour toutes ces images, dans la croyance plus que dans le savoir. Ça répercute des croyances. Donc, bien sûr que des gens le prennent au premier degré. Et comment on l'explique dans la mesure où, globalement, c'est la photo de Joe Biden qui est à l'enterrement de son fils, qui console sa petite fille, qu'il suffit de 2 clics pour le vérifier, qu'il y a déjà eu des réactions, des démentis, c'est partout sur Internet. Et malgré tout, les gens qui publient celui-là, on a choisi cet exemple au hasard, mais il est très parlant. Eh bien, ils y croient eux-mêmes. Comment on explique que des gens soient à ce point dans leur bulle, alors même qu'ils sont sur Internet où ils peuvent tout voir, ils ont accès à tout? Eh bien, parce que, comme l'a fait un lapsus, je crois que c'est Zemmour qui a dit ça, on voit ce qu'on croit. Oui, on voit ce qu'on croit. Et donc, du coup, on aura tendance à garder que ce qui fait écho. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation en psychologie, si vous voulez. On garde ce qui conforte vos idées. Le biais de confirmation qui fait que, du coup, c'est aggravé aussi par les algorithmes. Par exemple, si j'ai tendance à, par exemple sur Facebook, à réagir à tel ou tel même politique contre tel ou tel candidat ou candidate, eh bien, au fur et à mesure, Facebook va sur ma timeline, sur mon journal, me en faire voir. Bien sûr. Eh bien, toujours plus que j'aurais pas été chercher. Et c'est accentué en fait par les groupes, puisque les groupes circulent en circuit fermé et pratiquement, justement, il peut y avoir des fake news qui sont jamais contredites, puisque tout le monde est d'accord sur l'ensemble des valeurs. C'est ça. Et oui, ça c'est un des Mettons-nous d'accord pour mentir entre nous. Il y a aussi des vidéos. Tiens, on va peut-être vous faire réécouter une musique qui a fait le tour des réseaux sociaux. C'est peut-être un des détournements les plus massifs qu'on ait vu, les plus soudains. On ne sait pas trop d'où ça vient. C'est une vidéo de croque-morts, des croque-morts africains qui, dans un pays d'Afrique, dansent avec le cercueil, avec cette musique qu'on a entendue passer partout. On l'entend peut-être en ce moment. La coffin dance. Vous voyez en gros sur cette image des croque-morts africains qui dansent tout en portant le cercueil. Il faut dire, je précise, c'est en 2 plans. Vous voyez dans un premier temps une catastrophe, par exemple un automobiliste qui saute d'une falaise ou un type qui fait de la planche et qui fait des trucs absolument incroyables. Et après, on a le résultat, c'est des porteurs de cercueils qui dansent, des Africains qui dansent, etc. Ça a été un des mèmes les plus populaires en 2020. Énormément de détournements sportifs, notamment. Il a été très détourné. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a eu aussi une application tout à fait sérieuse. C'est qu'au Brésil, on s'en est servi pour dire aux gens, pour leur montrer, voilà, si vous abritez pas, si vous faites pas attention aux gestes barrières. C'est ça. C'est ça. On aurait pu faire la même chose sur la sécurité routière. On a eu l'impression, juste avant de redonner la parole à Esteban, que ça servait d'exutoire. La période de partage de ce même, tout le monde sur Twitter les regardait, tout le monde les relayait, tout le monde les fabriquait, comme si les gens se défoulaient sur Internet sur des choses plus ou moins sérieuses. D'ailleurs, comment ça s'explique ça ?
Je pense que il y a aussi, si vous voulez, une sorte de plaisir du même qui est le fait que c'est le comique de répétition. Et donc, on n'a pas dit tout à l'heure, vous avez fait allusion à quelque chose de très important, c'est qu'il y a des sites où on peut rentrer dans les pas de quelqu'un d'autre et faire un mème selon un modèle, comme on dirait, un patron, comme on dirait en couture. C'est ça, un template, comme on dit en anglais. C'est un template. Et donc, vous avez déjà la place dans laquelle vous allez mettre le texte. Ouais. Et donc, chacun, là, peut se glisser dans un même... Au hasard, je prends la scène, par exemple, je découpe tous les visages du Christ et des apôtres et je les remplace par tous mes collègues de travail. Tiens, d'ailleurs, sachez-le, à Sud Radio, on fait on pratique ce genre de choses c'est comme ça que le groupe vit bien, d'ailleurs. Ça permet de faire fonctionner. Mais globalement, c'est un passe-temps. Oui, d'ailleurs, il y a les médecins de la Salpêtrière qui se sont mis en scène. Le jeu de mots que je fais beaucoup dans ce livre entre scène pour le repas et la scène de théâtre. La scène, comme la cena en italien. Esteban. Oui, dernière question, Monsieur Jost. Quelle est la recette pour un bon mème ? C'est quoi la recette ? Est-ce que c'est une photo Je pense qu'une des recettes pour les mèmes, c'est que la photo soit pas trop explicite, qu'on s'interroge sur ce qu'elle veut dire. Et j'ai mis en couverture effectivement cette photo de ce mème de Bernie Sanders qui danse la Gangnam Style. Et parce que d'une part, là Sanders ça s'émoufle, ses gants qui sont extrêmement drôles, mais en plus on ne sait pas très bien ce qu'il fait. Il attendait tout seul pendant le fait que Biden était intronisé président. Mais est-ce qu'il avait froid ? Est-ce qu'il attendait ? Est-ce qu'il s'ennuyait ? On ne sait pas. Et là, il y a eu toutes les possibilités de variations. À quoi pense-t-il ? À quoi pense-il ? On le fait intervenir de nouveau dans la scène, mais aussi sur une poutre d'un building, d'un New York avec building. cette photo extrêmement célèbre. D'ailleurs, c'est une photo des années 10, 20 ou 30. Construction de l'Empire State Building. Vous voyez les ouvriers qui sont... Bref, en gros, à chaque fois, c'est des images qui parlent à tout le monde. Tiens, on peut aussi revenir sur quelque chose, un monument qu'on n'aurait pas vu, mais ça parle à notre imaginaire. C'était pendant la période, au début du confinement, quand les Français sont tous allés piller les rayons de papier toilette, ça a été détourné sur un monument soviétique. Vous avez le kolkhozien et l'ouvrière qui poussent le caddie. C'est génial. C'est génial. Et ça parle à tout le monde. Et je l'ai rapproché d'une photo que j'ai prise en Bulgarie, moi-même, où on voit exactement ce genre de monument. Et alors, quand j'ai étudié effectivement les mèmes qui ont été faits pendant le confinement, et on voit avec le recul qu'il y a une peur très très grande, c'est-à-dire qu'on en plaisante aujourd'hui, mais il y avait une peur de mourir qui s'exprimait dans le monde entier. À l'époque, on se désinfectait même les doigts après avoir touché les premiers légumes qu'on achetait. Les pots de yaourt. Exactement. Et ça, en gros, cet ouvrier et cette kolkhozienne qui pousse le caddie plein de rouleaux de PQ, ça s'appelle sur le bas-relief la bataille d'Aldi 2020 après Jésus-Christ, comme pour marquer l'aspect solennel et mémoriel de la chose. Bref, merci beaucoup François Jost pour cette profusion de mèmes sur des musiques qui parlent à tout le monde, comme celle que vous entendez en ce moment. Vous pourrez voir Bernie Sanders, le sénateur démocrate, vous pourrez voir tous les autres danser sur cette même chorégraphie. Ça, c'est la définition du mème. Merci à vous François Jost. Est-ce que tu m'aimes, de la parodie à la pandémie numérique, c'est publié chez CNRS Éditions. Merci à Esteban Rania, qu'on retrouve samedi prochain et qu'on retrouve demain d'ailleurs dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. La suite de votre journée à l'écoute de Sud Radio, juste après les informations, place à Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault qui dansent eux aussi, mais beaucoup plus prudemment puisqu'ils conduisent. On parle auto, toutes vos questions sur l'automobile. 0826 300 300, ce sera juste après les informations.